Donc, je vais présenter notre orateur. Donc, Jocelyne Trocaz est entrée au CNRS en tant que chargée de recherche en 1988 et elle est devenue directrice de recherche CNRS en 1998. De 1996 à 2013, elle a été responsable de l'équipe GMCAO, ça veut dire gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur, du laboratoire TIMC-IMAG, dont elle est la directrice adjointe depuis 2006 à Grenoble. Jusqu'en 1990, son activité de recherche concernait la robotique, en particulier la programmation automatique des robots pour des applications industrielles et spatiales. Elle a changé de thématique en 1990 pour se tourner vers les applications médicales. Elle est ou a été responsable de différents projets de recherche clinique concernant principalement la radiothérapie, dont elle va nous parler aujourd'hui, mais également la chirurgie cardiaque, la chirurgie urologique, l'orthopédie. Elle a publié extensivement sur tous ces sujets. Jocelyne Trocaz a été élue fellow de la Société savante Micaille en 2009. En 2013, elle a reçu le prix de l'Académie nationale de chirurgie et elle est membre libre de l'Académie nationale de chirurgie depuis 2014. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à faire cette présentation dans cette série de conférences vraiment passionnantes et dans ce cadre prestigieux. Donc, je vais vous parler effectivement de radiothérapie guidée par l'image. Plutôt que de me focaliser sur un type de travail particulier, je vais essayer de vous donner une photographie de ce domaine-là et de vous faire comprendre comment ça a évolué dans les dernières décennies, en particulier grâce à l'imagerie. Alors la radiothérapie, c'est beaucoup de patients. On dénombre à peu près 150 000 patients traités par an en France en radiothérapie. C'est à peu près 70% des patients atteints de cancer qui passeront à un moment donné de leur parcours de soins par la radiothérapie. Et donc il y a différentes modalités de délivrance des rayonnements qui vont permettre de détruire des tumeurs, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est des rayonnements ionisants qu'on va envoyer sur la tumeur de façon à tuer les cellules cancéreuses. Alors, ces rayonnements pourraient être produits par des dispositifs externes. Donc, on va beaucoup parler de radiothérapie externe dans ce qui suivra. On a également de la radiothérapie où on met la source radioactive au cœur du corps du patient, donc soit avec des implants permanents, par exemple des grains d'iode, des grains de palladium, soit avec des sources que l'on applique grâce à un applicateur. Donc, c'est ce que vous voyez dans cette diapositive ici, un applicateur pour une indication gynécologique, je crois. Et la dernière façon de faire de la radiothérapie, c'est une radiothérapie qu'on appelle interne vectorisée ou métabolique, où là, on va injecter un produit, des radioéléments qui vont être associés à une molécule qui va se fixer préférentiellement sur la tumeur, sur les cellules cancéreuses. Alors, c'est un petit peu plus le domaine de la médecine nucléaire. Le domaine de la radiothérapie, c'est plus la radiothérapie externe et la cryothérapie. Je me focaliserai principalement sur la radiothérapie externe. Alors, vous l'avez vu, la prise en charge d'un patient, c'est un processus complexe qui va du diagnostic, où on a vu à quel point les images étaient importantes pour prendre cette décision thérapeutique, la bonne décision. Et donc, là, on arrive au moment où notre patient, on a décidé pour lui d'une certaine radiothérapie. Le radiothérapeute ou l'oncologiste ont décidé d'une dose à délivrer, d'un nombre de séances, et il va falloir préparer le traitement. Alors, comme vous allez le voir, c'est très basé sur l'utilisation de rayonnements, donc on va devoir modéliser la physique des rayonnements, simuler ces rayonnements pour trouver le meilleur arrangement de faisceau pour délivrer une certaine dose à une région donnée, tout en épargnant les tissus sains. Donc cette préparation elle va être dans une phase qu'on appelle également simulation, où on va mettre le patient dans une position qui sera proche de celle qu'il aurait pendant le traitement. On va lui faire une imagerie de type scanner et on va définir justement cette balistique de traitement sur la base de la zone irradiée et des organes à épargner.
Alors, cette simulation, on reviendra dessus pour expliquer à quel point l'imagerie est importante. Elle sera utile ensuite à faire le traitement. Et donc, le traitement va pouvoir être fractionné avec un certain nombre de séances où on installera chaque fois le patient par rapport à la machine d'irradiation et on délivrera la dose de la journée. Et ça, un certain nombre de fois. In fine, quand le traitement sera suivi, on fera le suivi du patient. Là encore, évidemment, l'imagerie sera importante. Donc, à toutes les phases de ce traitement, de la prise de décision au suivi, eh bien, il y a un rôle prépondérant de l'imagerie en radiothérapie. Également, un aspect que je mentionnerai moins dans la suite de cet exposé, c'est tout ce qui concerne le contrôle qualité. Vous savez qu'il y a eu des accidents de radiothérapie, on en a beaucoup parlé en France. Donc, le contrôle qualité est un processus vraiment important de tous ces traitements qui deviennent de plus en plus complexes. Et l'imagerie prend sa part dans ce contrôle qualité. Alors, pardon, je reviens ici. Les différentes machines qui délivrent des rayonnements sont plus ou moins complexes. Alors, vous voyez sur votre droite donc, des machines qui délivrent des rayons avec des particules de haute énergie, comme des protons, des ions lourds. Donc, ce sont des dispositifs basés sur des cyclotrons. Donc, c'est vraiment des accélérateurs de particules, comme on les développe pour faire de la recherche en physique fondamentale. Et donc, les infrastructures pour réaliser ces rayonnements sont extrêmement complexes. Il y a peu de tels systèmes. En France, par exemple, les centres de protothérapie, il y en a deux. Un à Orsay, à l'Institut Curie, et puis un autre centre à Nice. On n'a pas de centre d'hadrothérapie qui délivre des ions lourds en France. Il y en a quelques-uns en Europe et quelques-uns dans le monde. Alors, le quotidien de la radiothérapie, c'est plutôt ce qu'on appelle les accélérateurs linéaires. Donc, ces machines qui délivrent principalement des photons, donc qui sont produits à partir d'accélérations d'électrons qu'on va faire arriver sur des cibles en tungstène. Et donc, ces machines, pour vous donner un ordre d'idée, en France, il y a à peu près, à l'heure actuelle, les chiffres publiés par l'INCA en 2014, c'était à peu près 450 accélérateurs linéaires, à la fois dans les centres de lutte contre le cancer, dans les hôpitaux et dans les cliniques qui font de la radiothérapie. Donc, vous voyez que c'est un dispositif où on a en fait une machine où on a l'accélérateur linéaire qui va délivrer des faisceaux. Il y a un point important de la machine qui s'appelle l'isocentre. C'est le point de focalisation. Vous voyez que ce bras qui s'appelle le statif peut tourner. Et donc, les rayons convergent dans ce point qui s'appelle l'isocentre où on voudra placer la cible que l'on veut atteindre. Et puis, il y a une table où on positionne le patient, table qui peut être mobilisée pour justement ajuster sa position. Et il y a une évolution des dispositifs avec plus ou moins d'imagerie. Donc là, un système radiologique embarqué, associé à l'accélérateur linéaire. Maintenant, vous voyez des systèmes plus complexes où il y a un anneau qui à la fois délivre les rayons, c'est le petit faisceau central, et fait des images radiologiques en simultané. Et vous avez également ce qu'on appelle des systèmes de tomothérapie où le système fait à la fois scanner et délivrance de rayons. Enfin, des systèmes robotisés. Vous voyez que l'accélérateur linéaire, c'est ce petit dispositif ici, mais on va pouvoir lui donner une variété de positions, d'orientation dans l'espace pour faire des traitements extrêmement complexes. On va pouvoir également positionner le patient avec des dispositifs robotisés, là également pour faire des balistiques complexes. Alors, je reviens un petit peu sur des définitions de base. Donc, le travail m'a été facilité par Nicolas en particulier. Donc, vous avez vu qu'on a besoin de définir un volume cible. Alors, il y a toute une terminologie en radiothérapie qui est définie par un organisme de standard qui s'appelle l'ICRU. Donc, un volume qui s'appelle le GTV. Donc, c'est ce qui est visible, donc ce qu'on a vu dans les IRM juste avant. Il y a le CTV, donc c'est celui qui est plus visible, mais justement dont on voudrait connaître l'existence parce qu'on sait que c'est l'extension tumorale ira jusque-là. Et ensuite, on va définir quelque chose qui va prendre en compte le fait que, par exemple, la tumeur peut bouger. Alors, dans le contexte cérébral n'est pas forcément adéquat, mais vous imaginez une tumeur pulmonaire, elle va bouger pendant le traitement. Il peut y avoir des problèmes également dus à des variations de forme. Et
ça, c'est intrinsèque à la tumeur. Ensuite, le traitement lui-même va se faire avec éventuellement des imprécisions, parce qu'on va positionner le patient, donc avec une certaine marge d'erreur. Et donc, tout ça, toutes ces erreurs potentielles, on les met dans un volume qui s'appelle le volume de planification, le PTV. Et donc, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est connaître au mieux le CTV et faire en sorte que le PTV soit aussi proche possible que le CTV. Et ensuite, il y a le volume qu'on va traiter. Alors, on peut faire des irradiations complexes, mais on n'arrivera pas forcément exactement à traiter la forme du PTV. Là, je vous ai dessiné une forme extrêmement simple. On a vu dans les slides de Nicolas qu'il pouvait y avoir des formes extrêmement complexes. Donc, on ne pourra pas forcément sculpter la dose, trouver une solution balistique pour réaliser une dose correspondant complètement à ce PTV. Et donc, on définit ce volume traité. Et puis, encore un volume un petit peu plus large qui s'appelle le volume irradié, qu'on sait moins bien définir. C'est toutes les cellules qui peuvent être impactées par le rayonnement. Donc, ça, c'est un petit peu plus difficile à estimer. Alors, toute la radiothérapie va consister à justement minimiser ces marges, à faire coller le mieux possible le volume traité au PTV, et en épargnant les tissus qui sont potentiellement sensibles. Donc, vous imaginez très bien dans les applications cérébrales qu'il y a plein de structures qu'il faut vraiment épargner, mais ça c'est vrai à tous les endroits du corps humain. On a des organes à risque et ceux-là, il va falloir les épargner le plus possible. Alors on a vu que les modèles pouvaient permettre de mieux cerner le CTV. Certaines approches d'imagerie permettent aussi de faire des statistiques sur des données réelles de patients pour minimiser en fait les marges. Les marges, pour vous donner, là encore, c'est toujours le cube qui intervient dans les calculs de volume. Donc si vous rajoutez une marge de 5 mm par exemple sur une prostate qui fait, on va dire que c'est à la louche, une sphère de 40 mm de diamètre, et bien les 5 mm que vous rajoutez doublent le volume traité. Donc l'impact de la marge est majeur par rapport à ce que vous allez avoir comme résultat de traitement. Alors la planification, on l'a vu, il faut déterminer un nombre de faisceaux, des positions, des temps d'exposition. Différents types de techniques peuvent être utilisés et donc il va falloir respecter ces contraintes de dose. On va vouloir, par exemple, délivrer 80 gray à la prostate en un certain nombre de séances et on va avoir des doses max, par exemple dans ce même exemple, sur le rectum ou sur la paroi de la vessie. Donc l'objectif clinique, il est vraiment de tuer les cellules cancéreuses avec le moins possible d'effets indésirables. Donc on veut de la survie, mais on veut également de la qualité de vie. Alors la planification se fait grâce à des acteurs particuliers dans les services radiothérapiques qui sont les radiophysiciens. Et donc, alors il y a deux approches. La dosimétrie directe, c'est on fait une hypothèse de traitement. Bon, ces gens-là ont une expertise, donc ont déjà un savoir-faire. Ils proposent des paramètres. On calcule la dose qui va être délivrée sur les tissus. On vérifie que les contraintes sont vérifiées ou pas. Et on peut itérer un certain nombre de fois. Quand les traitements deviennent très complexes, on va faire une méthode inverse, c'est-à-dire qu'on va quand même spécifier un certain nombre de paramètres, sinon les systèmes n'arrivent pas à s'en sortir. Et puis, pour tous les paramètres restants, eh bien, c'est les algorithmes qui vont permettre d'optimiser la dose, d'optimiser les paramètres pour respecter les contraintes de dose. Alors ça devient d'autant plus important que les technologies ont vraiment évolué. Alors là, vous voyez, ce qui est utilisé couramment maintenant, c'est ce qu'on appelle les collimateurs multilames, qui permettent de donner vraiment une forme très précise au faisceau. Donc ces collimateurs, c'est ce qui donne la forme au faisceau qui sort de l'accélérateur linéaire. Et donc, en fonction de l'incidence, on va pouvoir conformer la forme du faisceau à la forme du PTV. D'accord ? Alors plus que ça, on va pouvoir jouer de ces lames de manière dynamique pour avoir des profils de dose très complexes. Donc là, vous voyez, ça c'est une imagerie de la dose dans une direction donnée où le niveau de gris est représentatif de la dose délivrée. Donc ça n'est plus une dose qui se visualisait sous cette forme-là. En fait, il y avait un axe principal où la dose était à peu près uniforme avec des petits effets de pénombre.
et ça varie en profondeur. Là, vous voyez, on peut vraiment sculpter la dose, mais du coup, ça a besoin vraiment d'être planifié par des algorithmes qui vont se baser sur les images et sur des modèles physiques des radiations. Alors, cette planification, elle utilise des données scanners. Alors, pourquoi? Parce que dans le scanner, on a l'information des unités Hounsfield qui donne une information sur la densité radiologique et qui va donc permettre de calculer comment les faisceaux sont atténués par les différentes zones du corps traversées de l'extérieur jusqu'à la tumeur. Alors, il y aura une partie très importante qu'aura à faire le personnel radiothérapeute ou radiophysicien, c'est de délimiter justement tous les volumes dont on a parlé, plus les organes à risque, plus le corps du patient pour avoir les tissus traversés. Et toute cette segmentation peut être relativement complexe, elle est très longue. On a des volumes 3D, on a quelquefois des volumes 4D quand on a par exemple, on prend en compte la respiration. Et tout ça se fait dans un temps limité par la pression clinique journalière. Alors, il y a eu de nombreux travaux qui ont été présentés jusqu'à présent sur la segmentation, j'imagine, par Nicolas. Et une partie de ces travaux, avec des modélisations statistiques de formes d'organes, ou bien l'utilisation de modèles biomécaniques, ou bien des contours actifs qu'on déforme sur les organes, tout ça, donc, pour un certain nombre d'entre ces méthodes, ont été intégrées dans des logiciels du commerce. Mais je crois quand même que pour beaucoup, les gens continuent à faire du contourage relativement manuel, bien que les outils existent, ils les utilisent quand même assez peu, je pense. Alors, il y a sans doute des études à faire pour connaître les raisons de cette difficulté. Alors, la multimodalité, on l'a vu, elle est importante pour le diagnostic, elle est importante aussi pour la dosimétrie, et ça, effectivement, c'est également très utilisé. Là, vous voyez le logiciel DosiGray, qui est un logiciel du commerce, où on voit un recalage entre une image métabolique de type PET avec une imagerie scanner sur laquelle on fait la planification de la dose. Alors, planifier, sculpter la dose informatiquement sur les données du patient, c'est merveilleux, mais traiter le patient, c'est encore plus merveilleux, et il va falloir faire le transfert de ce planning en conditions de traitement. Et du coup, il va falloir positionner, vous avez vu, je vous ai dit, il y a un point de la machine qui est important, c'est l'isocentre. Il va falloir positionner de manière optimale le patient par rapport à ce point de la machine. Ça, c'est dans le cadre de la radiothérapie externe. Quand on fait de la curithérapie, eh bien, on a planifié des positions de source dans l'organe. Et c'est pareil, il va falloir les mettre très précisément dans l'organe, là où il est au moment où on fait le traitement. Donc la mobilité anatomique est très importante. Elle peut être de causes diverses, d'amplitudes diverses, plus ou moins prédictibles. Alors selon qu'il s'agit de l'activité cardiaque, respiratoire, la vessie se remplit, le rectum aussi. Le patient peut être dans différentes positions soit pendant l'acquisition d'images ou pendant le traitement. Il peut bouger du fait d'un inconfort, et puis après il peut y avoir des actions externes, par exemple en curithérapie, qui fait que là aussi on produit de la mobilité. Donc pour faire ce traitement, il va falloir quantifier cette mobilité et dans certains cas la prendre en compte. Et vous allez voir sur deux exemples à quel point c'est sensible. Donc sur l'image de droite, ce qui vous surprendra pas beaucoup, un poumon, on voit des examens scanners qui ont été recalés et on voit effectivement que pendant que le patient respire, tout ça bouge avec une amplitude assez grande, assez variable selon les zones des poumons, et également les organes qui sont à proximité vont bouger avec le foie, le pancréas, les reins, etc. Alors, ce qui peut être plus surprenant, c'est la prostate. Alors, vous voyez, la prostate, elle est ici. Il y a la vessie au-dessus et le rectum derrière. Alors là, vous avez une vue de profil et là, une vue en coupe horizontale. Et ça, là encore, c'est les scanners d'un même patient qui ont été superposés par du recalage. Et on voit bien que la prostate bouge énormément en antéro-postérieur et en inféro-supérieur selon justement la réplétion vésicale, rectale, etc. Donc ça, c'est entre plusieurs sessions.
Maintenant, même au moment d'une même session, ça c'est une IRM d'un patient pendant quelques dizaines de secondes, et on voit que les contours de la prostate qui ont été faits au début, eh bien, ils ne sont plus du tout superposés à la glande quelques secondes après, du fait de la respiration, d'un petit bouger, etc. Donc vous voyez que même sur un organe qui paraît assez bien confiné dans le corps humain et pas trop mobile, eh bien, il se passe des choses qu'il faut prendre en compte. Alors, au fur et à mesure que ces choses-là ont été plus ou moins quantifiées, découvertes, eh bien, on a changé de paradigme, on est passé de la localisation du patient à la localisation de la cible. Alors, classiquement, en radiothérapie, il y a des lasers dans la salle. Il y a 3 plans laser qui matérialisent toujours ce point particulier qui est l'isocentre de la machine. Et pendant très longtemps, et on s'en sert encore pour faire du prépositionnement, on faisait un positionnement avec différentes techniques. On mettait des marques à la peau en superposition de ces lasers, et à chaque session, on réutilisait ces marques à la peau. Mais donc, vous localisez la peau du patient. Alors après, il y a eu des techniques un petit peu plus modernes qui utilisent pour certains des marqueurs optiques qu'on utilise comme pour la neuronavigation, donc des petites pastilles qui sont visibles avec des caméras. Et donc là encore, on a une position de référence et à chaque journée de traitement, on va retrouver cette position par des méthodes de recalage telles qu'elles vous ont été présentées. Ça, c'est vraiment les plus simples qui puissent exister. Et il y a d'autres capteurs, là encore, qui peuvent être des capteurs magnétiques pour faire la même chose. Alors, il y a déjà assez longtemps, on avait eu l'idée à Grenoble qu'avec des capteurs de surface, si on captait le visage du patient, par exemple pour des localisations cérébrales non stéréotaxiques, eh bien, on pourrait faire du repositionnement facilement. Donc, on avait développé une méthode où on faisait la captation de l'image du patient, un masque du patient avec une projection de pattern qu'on recalait avec de l'imagerie IRM. Alors, la technologie ayant quand même évolué très positivement, maintenant, ces masques de patients, on peut les acquérir à plusieurs dizaines par seconde. Et donc, il y a des dispositifs qui permettent comme ça de capter la surface du patient et d'utiliser cette surface pour un repositionnement. D'accord ? Donc là encore, c'est du recalage tel qu'on vous l'a expliqué avec des surfaces. Alors, quand l'organe n'est pas visible, on peut essayer de le rendre visible, on peut mettre des marqueurs à l'intérieur. Donc là, on se rapproche de la cible, on veut voir la cible. Et ce qui a été introduit il y a déjà quelques années, c'est l'idée de mettre des marqueurs, par exemple, visibles en rayon X. Alors, pour toujours la prostate, vous voyez qu'on va mettre ces marqueurs qu'on appelle des VisiCoil, c'est une marque, excusez-moi. Donc c'est des grains d'or qu'on va introduire avant le scanner. On va les voir sur l'imagerie scanner, donc on va pouvoir les localiser. Et pendant le traitement, on va faire 2 imageries rayon X et on va pouvoir recalculer la position du patient et corriger la position du patient grâce à ces informations. De la même façon, on va pouvoir mettre d'autres types de marqueurs, par exemple ces petits marqueurs magnétiques qu'on va capter par un autre dispositif, mais le principe est vraiment le même. Alors, depuis extrêmement longtemps, comme on utilise les rayons X comme cliché de contrôle pour la radiothérapie, donc on a beaucoup utilisé les repères osseux. Alors, même pour les organes, par exemple la prostate n'étant pas visible aux rayons X, on se basait pendant très longtemps sur le bassin comme signature de la position de la prostate. Et du coup, là encore, on peut faire du recalage entre des images projectives, des radios classiques, on va dire, soit faites avec l'appareil d'irradiation équipé dont on récupère l'irradiation en sortie de faisceau, soit par d'autres systèmes de radio qui sont accrochés au plafond ou sur l'accélérateur. Donc on va recaler ces images avec le scanner. Ou bien on peut encore faire maintenant ce qui s'appelle du Cone-beam CT, c'est-à-dire que c'est une espèce de scanner embarqué sur le système d'irradiation, là encore qu'on va recaler avec le scanner. Alors quand il s'agit des tissus mous, eh bien, si on veut vraiment localiser la cible, eh bien, il est intéressant d'utiliser l'imagerie ultrasonore. Donc là encore, c'est une idée qu'on avait eue à Grenoble il y a quelques années, déjà pas mal, vous voyez, une vingtaine d'années. Donc on avait développé un système qui permet de positionner toujours les patients pour le traitement du cancer de la prostate.
Dans un premier temps, la sonde échographique était localisée par un petit bras robotisé et dans la suite, on a utilisé des capteurs, des localisateurs optiques qui étaient beaucoup plus faciles à utiliser. Donc on a fait un certain nombre de tests sur des vrais patients avec ce dispositif. Et après, il y a eu un certain nombre de produits qui ont été développés. Vous voyez un exemple où là, la sonde est localisée, là encore, par un petit bras articulé. Donc l'opératrice ici prend 2 clichés qui vont être recalés avec le scanner, et puis d'autres dispositifs, là où la sonde échographique est suivie grâce à un localisateur optique. Donc ça, c'est un état de l'art qui est industriel maintenant, quoique ça complique quand même le traitement du patient. Ce dont il faut toujours se rappeler pour la radiothérapie, c'est que la délivrance d'une dose, ça prend 1 minute. L'installation du patient, ça peut en prendre 10, mais ça ne peut pas prendre 1 heure. Et les personnels qui sont impliqués dans l'installation des patients ne sont pas des médecins, sont des manipulateurs. Donc, les technologies que vous allez mettre dans le contexte clinique doivent pouvoir s'accommoder de ce contexte qui est vraiment exigeant. Alors, ce qui est extrêmement intéressant et qui émerge également en radiothérapie, c'est des systèmes doubles. Vous voyez, ce système-là, qui est tout récent, c'est un système qui permet à la fois d'irradier le patient et de faire de l'imagerie IRM, alors avec un champ relativement bas, 0,35 Tesla, mais ça permet quand même en temps réel d'avoir des images du patient en 3D pour faire le suivi de la thérapie du patient. D'autres dispositifs sont en cours de réalisation. Alors, le mouvement respiratoire, c'est un gros problème potentiel. Là, vous avez vu que l'amplitude des mouvements d'une cible est très grande. Donc, première chose, c'est je fais un volume cible qui contient ma cible dans toutes ses positions. C'est une possibilité, mais du coup, je vais irradier beaucoup de tissus sains et du coup, je ne vais pas pouvoir faire une dose très élevée sur ma tumeur parce que justement, je veux minimiser les effets secondaires. Alors, deuxième solution, c'est je vais essayer d'isoler dans mon cycle respiratoire un moment particulier et puis je vais irradier à ce moment-là. On appelle ça du gating. La solution idéale, c'est d'être capable de suivre la cible et de la traiter en continu pendant son mouvement. Donc, vous voyez bien que déjà, à partir du gating, il va falloir être capable déjà de localiser ce moment-là de l'inspiration, de l'expiration. Et le suivi, ça va être encore plus compliqué puisqu'il va falloir suivre la tumeur, sachant qu'on ne respire jamais 2 fois de la même façon. On peut respirer de manière thoracique, abdominale, la fréquence est variable, tout est variable, donc c'est assez difficile à prédire. Alors il y a beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Le gating a donné des solutions techniques. Alors on peut simplement faire une apnée à un patient. C'est pas si simple quand on est malade, faire une apnée, c'est pas terrible quelquefois. On peut aider le patient à faire cette apnée avec une ventilation. On peut avoir une ventilation très rapide. Et alors il y a d'autres dispositifs un petit peu plus astucieux qui consistent à mettre, vous voyez, un petit dispositif là sur le corps du patient qu'on va suivre avec une caméra. Et donc, ce petit dispositif va nous donner un signal assez simple, une dimension qui va vous permettre quand même de savoir un petit peu où vous en êtes dans le cycle respiratoire et de synchroniser l'irradiation par rapport à ça. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de faire le suivi. Donc, pour ça, il y a différentes solutions qui sont offertes ou à l'étude. Alors, il y a les gens qui ont développé le système d'irradiation robotisé ont développé une solution. Leur produit s'appelle Synchronie. Et alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des marqueurs externes sur le torse du patient. Donc, vous voyez, là, il y a un petit gilet sur la patiente, avec des petits marqueurs que l'on peut suivre en temps réel à plusieurs dizaines de kilohertz par seconde. Kilohertz, pardon. Et puis, on va mettre des marqueurs internes près de la tumeur. Donc, là encore, à disposer des petits grains d'or, par exemple. Et ces petits grains d'or, on peut les localiser avec des radios, mais à une fréquence vraiment plus inférieure. Et donc, dans une première phase de ce dispositif, en fait, on va faire un certain nombre d'acquisitions où on va faire respirer librement le patient, on va enregistrer la position des marqueurs externes et celle des marqueurs internes, et on va faire un modèle de corrélation qui permet de prédire à partir de la position des marqueurs externes celle des marqueurs internes et donc de la tumeur, puisque les marqueurs auront été mis
à l'intérieur du patient avant la réalisation du scanner. D'accord ? Et du coup, le robot va être capable de suivre ces marqueurs, donc à la condition effectivement que la corrélation soit valide dans le temps et que la façon de respirer du patient soit assez reproductible. Alors il y a différents travaux qui sont très intéressants par différentes équipes. Alors il y en a plein dans le monde. Là j'ai cité 2 groupes qui sont français pour mettre un petit peu à l'honneur aussi la recherche française dans ce contexte qu'est le Collège de France. Donc en particulier à Lyon, David Sarru dans le laboratoire Creatis en coopération avec le centre Léon Bérard travaille sur des scanners 4D. Donc là l'idée c'est de faire des acquis scanners mais avec toutes les phases respiratoires et reconstruire donc les volumes scanners du patient à toutes les phases de la respiration. Et ensuite on va vouloir finalement faire une corrélation des images péropératoires qu'on peut acquérir avec ces images préopératoires, ce modèle. Alors là encore, la variabilité d'une respiration à l'autre et avec le stress et avec toutes ces choses-là devrait être prise en compte. Une autre approche développée également en France par l'équipe de Dimitris Visvikis, donc ça ce sont des gens à Brest, c'est le laboratoire LATIM en coopération avec le CHU de Brest, qui a la même approche donc d'utiliser des scanners 4D du patient, qui l'enrichit également par des modèles statistiques sur des collections d'acquisition de patients pour faire une espèce de prédiction de ce que sont ces mouvements et recaler le patient en salle de traitement grâce à des capteurs de surface. Alors ça s'appelle TOF pour Time of Flight, sont des capteurs, c'est temps de vol, c'est-à-dire qu'on mesure le temps entre l'émission et la réception d'un infrarouge, également les décalages de phase, ce qui font que c'est très précis. Et donc vous voyez que comme ça on va pouvoir faire le suivi du patient vraiment en temps réel. Alors, j'ai voulu citer ces travaux-là parce que c'est un travail qui date d'une dizaine d'années et qui est assez peu cité, mais qui est original, et je revois fleurir maintenant dans la littérature des gens qui refont un petit peu la même chose. Et donc l'idée qu'il a eue, que cette équipe a eue, c'était d'utiliser une sonde échographique 3D, de prendre un volume de référence, par exemple à inspiration complète, de garder ce volume échographique de référence, et puis pendant la radiothérapie, de mettre la sonde en position et de faire une acquisition continue. Alors sur les sondes dont il est question, là vous pouvez soit avoir un volume 3D en quelques secondes, soit avoir 3 coupes orthogonales qui sont acquises à une fréquence de plusieurs Hertz, donc plusieurs fois par seconde. Et du coup, l'idée, c'était de recaler ces coupes pendant la respiration avec ce volume de référence, en faisant l'hypothèse que la corrélation de ces images sera maximum au moment opportun où on va vouloir faire l'irradiation. Et donc ce travail avait été validé sur Fantôme. Alors, moi, ça m'a inspiré pour une autre application en curithérapie et pour des biopsies de prostate également. Alors, la curithérapie, c'est comme la radiothérapie, mais c'est interne. On met des grains dans la prostate. Vous voyez qu'en fait, le patient est allongé. Il a une sonde échographique endorectale qu'on va pouvoir déplacer horizontalement. Et puis, on va aller insérer des grains dans la prostate. Donc là, vous voyez les grains après implantation vus sur une radio. Grâce à un planning fait sur imagerie ultrason, donc les images, la prostate elle est là, vous voyez, c'est pas si facile que ça de délimiter cet organe, et les grains sont introduits grâce à des aiguilles. Alors il y a tout un tas d'imprécisions. Alors vous avez vu, la prostate bouge, vous avez eu la preuve par les images, mais en plus là on l'a fait bouger en mettant les aiguilles dedans, et en plus les aiguilles se déforment quand on les introduit, les grains peuvent migrer. Et de plus, il y a un œdème prostatique qui se forme pendant la durée de cette opération. Et du coup, on peut avoir des grains qui ne sont pas du tout là où on espérait qu'ils soient. Alors là, c'est vraiment l'exemple, je pense, ça ne doit pas arriver très souvent dans la vie de tous les jours, enfin, je l'espère. Mais donc, vous voyez que ces lignes de grains, tous les grains devraient être parallèles, et vous voyez qu'il y a des grains qui sont avec toutes les incidences possibles et de manière très erratique dans la prostate. Alors pour éviter ce genre de choses, en fait, le radiophysicien, il va faire des images en continu, et puis il voit où sont les grains, et puis il va corriger, il va replanifier, donc c'est très itératif, très long.
Et donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de localiser automatiquement la prostate grâce à l'imagerie, aux méthodes de recalage. C'est également utiliser un robot pour insérer les aiguilles en minimisant les déformations de l'aiguille. Et on utilise en fait des méthodes de recalage qu'on avait développées pour la biopsie de la prostate. Donc c'est du recalage de volume échographique. Là, c'est une sonde échographique 3D. Vous voyez ici un prototype, la sonde 3D avec un fantôme. Et donc, avant recalage, alors là, c'est 2 volumes. Je vais essayer de vous faire comprendre ce qu'on voit dans les images. Donc là, vous voyez 2 volumes qui n'ont pas encore été recalés. Donc c'est une prostate qui n'a pas du tout la même orientation, la même position. Là, on la voit un petit peu selon cette incidence-là. Dans l'autre volume, vous voyez qu'elle n'est pas du tout au même endroit, pas du tout dans la même orientation. Et donc, on utilise des méthodes de recalage élastique, sans doute telles que les a explicitées Nicolas dans une séance précédente, où on utilise à la fois des mesures de similarité sans segmentation des images, on utilise de la multirésolution, on utilise des modèles de déformation élastique, et in fine, vous voyez qu'on arrive à déformer un volume prostatique sur l'autre, et du coup, on est capable de corriger, en fait, de corriger le planning en fonction des bougées et des déformations de la prostate. Donc, l'idée étant qu'à chaque fois que vous insérez une aiguille, vous pouvez refaire des acquisitions et vous pouvez recorriger le planning de manière automatique basée sur ces données. Alors, le travail en cours consiste à faire de la localisation automatique des grains pour justement raffiner ça tout au long du processus. Alors, là vers quoi on se dirige, c'était l'exemple que je viens de vous donner et c'est l'exemple que je veux citer ici, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie adaptative, c'est-à-dire que ce que l'on aimerait, c'est pas juste faire une planification, après on fait la délivrance de doses et on prie pour que tout se passe bien, mais ce serait, alors maintenant on peut faire un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'on peut faire une première séance, refaire des images, recorriger le planning, faire la deuxième séance, refaire des images, recorriger le planning. Ce n'est pas ce qui se fait en routine clinique. Et dans l'idéal, on aimerait même le faire pendant le traitement, comme dans le cas de la curithérapie, où finalement, c'est ce qu'ils font de manière manuelle. Donc, vous voyez que la problématique là, qu'il faut résoudre, c'est à la fois être capable de localiser l'organe en temps réel et de façon mini-invasive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas irradier plus le patient par les images que par l'irradiation qu'il a à faire pour son traitement. Donc il faut trouver les bonnes modalités, il faut que ce soit robuste, puisque ce sera vraiment bouclé sur le système d'irradiation. Et puis il faut être capable de faire de la dosimétrie, de la planification dosimétrique en temps réel. Alors c'est vrai que les ordinateurs ont beaucoup évolué. Il y a plein de choses qui sont très parallélisables dans les calculs de doses. Il y a des gens qui utilisent beaucoup les méthodes de Monte-Carlo pour faire une simulation des particules dans le corps humain. Et du coup, il y a des travaux pour paralléliser tout ça, pour qu'on puisse être capable de faire ça en temps, sinon réel, au moins interactif. Alors on a l'impression que pour le cas de la curithérapie, cette radiothérapie adaptative est un petit peu plus à portée de main que pour la radiothérapie externe, mais ça va vraiment dans cette direction. Alors j'espère vous avoir convaincu que l'image est au cœur de la radiothérapie. D'ailleurs, c'est presque un pléonasme, cette radiothérapie guidée par l'image. La radiothérapie est de base guidée par l'image. Et ce qui est vraiment intéressant, je pense, dans cet exemple, c'est qu'on voit que finalement, la technique de radiothérapie, le traitement lui-même a fait évoluer l'imagerie, qui a fait évoluer les dispositifs de traitement et qui a fait évoluer la technique. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux tel qu'on aime le faire dans ce domaine-là, c'est-à-dire que la clinique amène des problèmes scientifiques et technologiques qui réalimentent la clinique, qui réalimentent les problèmes scientifiques et technologiques. Et donc tout ça, il faut toujours après bien le valider cliniquement pour montrer que les meilleurs calculs de dose, ce n'est pas juste joli et satisfaisant intellectuellement, ça va se solder par des taux de survie meilleurs pour le patient, moins de problèmes d'effets secondaires et des choses comme ça. Et donc là, il y a des cohortes assez grandes qui doivent être mises en œuvre pour évaluer tous ces nouveaux traitements, toutes ces nouvelles technologies. Et je vous remercie, ainsi que mes partenaires cliniciens, radiothérapeutes et mes collègues dans le domaine.